Faire de la critique n'est jamais un exercice facile. Essayer de garder une certaine objectivité, tout en proposant sa propre subjectivité, ne pas avoir peur d'aller contre l'opinion générale, ne pas avoir peur non plus de déranger, ne pas avoir peur aussi de s'exposer à la critique, montrer pourquoi une œuvre est digne d'intérêt pour telle et telle raison à nos yeux, c'est au final la partie la plus simple à aborder. Mais ce qui est beaucoup plus compliqué à gérer, c'est de savoir où commencer sa critique et où la terminer. Doit-on déflorer l'entièreté de l'œuvre ou simplement proposer une mise en bouche ? Doit-on s'arrêter sur quelques détails marquants en laissant le reste à découvrir ? Ou doit-on aller chercher le plus profond de l'œuvre pour en retirer la substantifique moelle ? En clair, doit-on spoiler une œuvre ou non ? Alors même qu'aujourd'hui, spoiler est devenu un crime de lèse-majesté passible des pires commentaires en s'exposant au courroux de la population numérique. Dans la majorité des cas, la réponse est évidente, c'est non. Mais pour d'autres, le choix est affaire d'intérêt critique, et spoiler un film devient un passage obligé si on veut démontrer notre propos. Et c'est le cas aujourd'hui. Donc regardez Fight Club avant qu'on vous le spoil, parce qu'à la fin du film... Salut à tous et bienvenue dans ce 11e épisode de Retour vers la culture après quelques petits mois d'absence, dans lequel on va s'attarder aujourd'hui dans la joie et l'allégresse à un tout petit film indépendant qui n'a pas trop fait de bruit, Fight Club. Fight Club est un film américain adapté du roman éponyme allemand et sorti en 1999. Il est réalisé par David Fincher, cinéaste à la filmographie aussi imposante qu'un T-Rex bodybuildé, et met en scène Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Pour un budget de 63 millions de dollars, le film fut un succès assez modeste en rapportant près de 101 millions, mais c'est surtout dans les années suivant sa sortie que le film obtiendra son statut culte marqueur d'une génération. Il raconte l'histoire de... Il a pas de nom en fait le type. On va l'appeler Edward Norton. Un mec avec une vie aussi excitante qu'un koala sous Xanax. Norton est en effet l'employé d'un fabricant de voitures pour lequel, en gros, il dresse le bilan de tout ce qui foire dans les modèles de son constructeur après des accidents et le fait remonter ensuite. Il a pas de potes, pas de famille, il lit son catalogue Ikea comme un magazine de cul sur ses chiottes, et on sait juste que le mec souffre d'une insomnie chronique depuis 6 mois. Mais Edward Norton n'est pas que le personnage central du film, c'est aussi le narrateur, la voix off qui te dévoile le tréfonds de ses pensées et le fin mot de l'histoire. Bon, du coup, pour essayer de se guérir de son insomnie, il va à des groupes de soutien pour des maladies incurables, genre cancer et tout ça. Sauf qu'il en devient complètement accro et qu'il peut pas dormir sans ça. Il s'en rend compte quand une meuf répondant au blast de Marla Singer débarque dans ses groupes et lui renvoie à la gueule son propre mensonge. Du coup, il dort plus. Puis, au détour d'un vol pour son boulot, il rencontre un type qui fabrique et vend du savon, fringué à la Mia Fry. C'est Tyler Durden, interprété par Brad Pitt. Tyler Durden est aussi un grand marrant parce qu'il est projectionniste dans un ciné où il glisse des images de films porno dans des films pour enfants, et a également été serveur dans un resto de luxe où il pissait dans les plats. Bref, un vrai exemple pour les jeunes générations. En rentrant chez lui, Norton découvre que son appart est parti en fumée et décide donc d'appeler son poteau Tyler pour aller crécher chez lui. Il aurait pas pu aller chez Marla ? Non. Après quelques bières dans un bar miteux, les deux loustiques décident de se refaire la façade pour pas un rond parce que c'est vrai que c'est vachement marrant de se retourner des quiches quand on est à 3 grammes. Du coup forcément ça intrigue les voisins et tout ce joli petit monde va former un groupe de baston clandestin, le Fight Club. Et oui, les gars ont appelé leur truc le club de la bagarre. Originalité sur 20. Bref, les mecs se foutent sur la gueule dans des caves tellement moisies que même ta télé sent la transpiration. Il y a plein de franchises qui se créent dans le pays, et petit à petit, le Fight Club évolue en une sorte d'organisation souterraine qui se livre à des actes de vandalisme, voire même de terrorisme. Et à la fin du film, Edward Norton apprend que Tyler Durden veut faire sauter une dizaine d'immeubles de compagnie de crédit pour foutre le sbeul dans l'économie et tout recommencer de zéro. Sauf que Tyler Durden et Edward Norton ne sont en fait qu'une seule et même personne. Oh my god! Et oui. Edward Norton est en fait un gros schizo. Bref, Norton se bat avec lui-même et finit par se tirer une balle dans les dents pour se débarrasser de Tyler parce que, c'est bien connu, les amis imaginaires ça habite toujours dans la molaire du fond. Et le film se conclut sur un plan très esthétique de Norton et Marla Singer, main dans la main, devant les immeubles qui s'effondrent avec les Pixies en fond sonore. Dire que Fight Club est un chef-d'œuvre culte, c'est facile. Mais pourquoi est-ce que tout le monde se paluche la nouille à ce point sur ce film ? Fight Club, que ce soit le film ou le club d'où le film tire son nom, est une catharsis. C'est une expression du malaise et de la frustration des Américains et plus généralement des pays occidentaux avec le modèle capitaliste. Le film met en image la perte de sens de la société actuelle, quasiment 10 ans après la chute du communisme.
Comme la haine a été un marqueur des clivages de la société française au début des années 90, Fight Club est un marqueur de la désillusion des sociétés occidentales vis-à-vis du modèle capitaliste. What? Things you own end up owning you. Mais avant de se bourrer le mou avec des considérations socio-économiques, on va se bourrer le mou avec la construction du film et le message qu'il véhicule. En premier lieu, il est important de souligner l'implication des acteurs dans leurs rôles respectifs. Dès le début du tournage et pour montrer la décrépitude de son personnage... Décrépitude en mon compte trip, ça fait 84 points. David Fincher demande à Edward Norton de se priver de nourriture. A l'inverse, Brad Pitt, en plus de passer chez le dentiste pour se faire enlever des bouts de chicot, enchaîne les séances de muscu et de bronzage pour idéaliser encore plus son personnage. Et quand on compare les deux persos au début et à la fin du film, l'écart est assez impressionnant. Mais Fincher ne s'arrête pas là. Sans pour autant révolutionner la technique du cinéma, il utilise pour la 4e fois le même style visuel qu'il a déjà utilisé sur ses précédents films. Comme sur Seven is a Game, Fincher fait appel à Jeff Cronenweth en tant que directeur de la photographie. L'équipe du film utilise des couleurs, des éclairages et des décors très sombres avec des couleurs désaturées, ce qui fait ressortir la brillance des personnages pour n'accentuer l'action que sur eux. Ils utilisent également deux techniques particulières pour le traitement de l'image, la post-lumination et le traitement sans blanchiment, que Max va se faire un plaisir de vous expliquer. Qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un a sonné? La post-lumination est une technique de traitement de la pellicule qui consiste à l'exposer à une très faible lumière. L'idée est de faire ressortir les détails sous-exposés d'une image en altérant le contraste. En gros, on augmente l'exposition d'une image, le traitement sans blanchiment intervient quand on développe un positif de couleur. Avec cette technique, on a l'impression d'avoir une image en noir et blanc par-dessus une image de couleur, ce qui, je vous le donne en mille, diminue la saturation et augmente les contrastes. Ça donne une image assez métallique. Merci bien Jean-Michel Technique, et maintenant tu peux aller chercher une bière. Et une pour moi aussi. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que les lieux sont toujours filmés en gros plan ou en plan moyen. Il n'y a jamais de caméra panoramique ou de travelling aérien pour montrer la ville dans sa largeur. Et on ne sait d'ailleurs même pas vraiment où l'action se situe. La caméra est tout le temps accrochée au personnage, et grâce à ce choix, ainsi que grâce à une excellente chorégraphie, les combats auxquels on assiste sont très réalistes. On sent de près la violence des coups et l'odeur de la sueur et du sang est presque perceptible. Et ce sont ces choix de réalisation qui motivent le texte et le sous-texte. Parce que, avec de grands panoramiques posés et une évolution lente du cadre, on s'attacherait pas aussi rapidement au personnage et à l'action en cours. Et c'est là toute l'intelligence de Fincher. Avec une réalisation simple et qui s'attache aux moindres détails, il nous fait rentrer directement dans l'intimité des personnages et notamment dans celui d'Edward Norton, qu'on sent tout de suite perdu. Il n'a d'ailleurs aucune identité, aucun nom, il n'est défini que par sa fonction, celle de narrateur. Et déjà, rien que ça, c'est putain de fort, parce que ce choix de présentation de personnage est hyper déroutant. Perso, après bon, je suis peut-être débile, mais je me suis rendu compte que Norton n'avait pas de prénom, ni de nom, qu'après la fin du 2e visionnage. Non seulement ça soutient le propos du film, mais en plus ça ne fait qu'accentuer le sentiment paumé du personnage. C'est un passif, il ne prend pas part à l'action, il ne fait que raconter son histoire, une histoire qu'il traverse plus en la subissant qu'en en étant réellement acteur. D'ailleurs, il ne fait que vivre à travers Tyler Durden, on n'a pas vraiment l'impression qu'il prenne un choix de lui-même. Et dès le début, dans ce que dit Norton, dans les petites images subliminales qu'on voit à 4 reprises au début du film, on a des indices sur la double personnalité de son personnage. Parce que oui, ce qui a fait la célébrité de ce film, c'est son twist de fin, révélant la schizophrénie d'Edward Norton. Lui et Tyler Durden ne faisant qu'une seule et même personne. Alors certes, l'illusion est très bien gardée et la très grande majorité du public est tombée dans le panneau, moi le premier. Mais au final, quand on y fait vraiment attention, on a des indices un peu partout disséminés, notamment quand Norton présente les activités nocturnes de Tyler. Les deux personnages interagissent alors qu'ils ne sont pas du tout censés le faire s'ils avaient été deux personnages différents. La récurrence du film, c'est que Norton et Tyler Durden brisent régulièrement le 4e mur. Mais quand on y fait vraiment attention, on remarque qu'Edward Norton ne s'adresse pas directement au public, il se parle plus à lui-même qu'à un auditoire, alors que Tyler Durden, pour le coup, s'adresse plus directement à la caméra, donc au public. Mais d'ailleurs, il parle à qui comme ça, tout seul, le pépère? Et tous ces choix artistiques et techniques faits par Fincher sont au service du propos du film, la désillusion du modèle capitaliste. Les hommes occidentaux fétichisent leur confort tout en les laissant vides au plus profond d'eux-mêmes. Comme le dit Norton, sa maison est pleine de condiments mais n'a aucune nourriture. L'ornementation, le superflu sont devenus la règle, et la substance est l'exception. Advertising has us chasing cars and clothes, working jobs we hate so we can buy shit we don't need. We're the middle children of history, man. No purpose or place. We have no great war, no great depression. Our great war is a spiritual war. Our great depression
is our lives. La perte de repères, qu'ils soient moraux, éthiques, religieux ou familiaux, est criante dans le film et c'est ce que Fincher veut souligner. La vie du personnage principal n'a absolument aucun sens, ni même aucun but dans le film. La critique de la société de consommation est très acerbe et elle est présentée sous deux formes différentes. Passive avec le personnage d'Edward Norton et active avec celui de Tyler Durden. Le personnage d'Edward Norton est complètement largué, il a lâché prise et se laisse porter par les flots. Sa critique de la société n'est pas moins violente que celle de Tyler, elle est juste complètement désabusée. Mais il tente de garder un semblant de morale qui se remarque notamment à la mort de Robert Paulson, ou lorsqu'il essaye coûte que coûte d'arrêter le projet Chaos. Le personnage de Tyler, quant à lui, est profondément nietzschéen. Il n'a aucune empathie, il ne prend jamais de décisions qui ont une implication morale, il est très idéaliste et totalement étranger au compromis que peut faire un homme moderne normal. Il est l'incarnation du ça, un homme impulsif, séducteur et totalement je m'en foutiste des conséquences que peuvent avoir ses décisions puisque pour lui, elles ne sont prises que dans un but libérateur. Les deux personnages présentés par Fincher sont donc deux manifestations différentes du même constat, et face à ce constat, leur manière de réagir est également complètement différente. Lorsque Tyler Durden propose à Edward Norton de se battre, puis de créer le Fight Club, il offre une porte de sortie avec la violence physique. Utiliser le moyen le plus viscéral et le plus primaire pour retrouver la substance de notre vie et réaffirmer notre humanité. C'est la renaissance par la souffrance. Le projet Chaos vise lui aussi le même objectif. La destruction du faux confort américain pour une nouvelle vie, détruire des symboles capitalistes pour redonner un sens à la société, repartir de zéro pour démarrer sur des bases plus saines. Mais en dehors de ce message proposé dans le film, Fincher en glisse d'autres qu'il envoie aux producteurs, aux spectateurs, à lui-même, enfin bref, à tout le monde. Parce que oui, le générique de fin avec l'image subliminale de la bite est à la fois une catharsis mais aussi une mise en abîme. Le film rit de lui-même parce qu'il est lui-même un pur produit capitaliste qui doit être corrompu. C'est le serpent qui se mange la queue. Et c'est aussi un message atemporel parce que le constat du film s'impose encore aujourd'hui. Et enfin, avec cette fin-là, le film ouvre sur un nouveau questionnement. Est-il d'abord une œuvre artistique ou un pur produit de consommation ? Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, comme d'habitude vous êtes vraiment géniaux. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo, et surtout aussi n'hésitez pas à vous abonner parce que C'est comme ça qu'on va gagner plein d'argent. Donc sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis À bientôt pour une prochaine vidéo. Scène 10, prise 1. Clap. Tu peux me refaire un vrai clap? Clap. Jean-Michel Beauf. Tous les mardis soirs au théâtre du Petit Enculé. Mon visage de mon cul. Ah bon, on avance vite. Ouais,